Notre invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France et député de l'Essonne. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je vais commencer avec le pouvoir d'achat des Français parce que lorsque je regarde, j'écoute, lorsque j'invite ici des responsables politiques, j'entends maintenant parler que de pouvoir d'achat. Alors, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez, d'autres, comme tous les autres, vous lancez l'offensive sur ce terrain ? Mais contre le gouvernement et contre Emmanuel Macron ? Parce que dans la vie, il ne faut pas mentir. Et le gouvernement, le président de la République, a fait du pouvoir d'achat son principal argument de vente. Et je le prends en flagrant délit de mensonge. J'ai été sur le site de Bercy, simulateur. Regardez ce que vous allez gagner ou perdre. Il y a la CSG qui augmente pour les retraités. 1,7. 25%. 1,7 points, ça fait 25% de CSG en plus. Il y a les baisses de cotisations qui donnent du pouvoir d'achat pour les salariés, notamment du privé. Et puis, il y a la baisse de la taxe d'habitation en 2 fois. Mais c'est curieux, à Bercy, le ministère des Finances, ils ont oublié, par omission, mensonge par omission énorme, ils ont oublié toutes les taxes qui augmentent et qui annulent la hausse de pouvoir d'achat et qui accablent nos retraités. Alors moi, j'ai pris une initiative, avec le peu de moyens qu'on a, à Debout la France, on a créé un vrai simulateur, la vraie facture Macron.fr. Et tous les Français peuvent aller sur le site où j'ai mis tout. J'ai même mis les mesures positives du gouvernement. Pourquoi les cacher ? Hausse du minimum vieillesse, hausse de l'allocation adulte handicapé. Et puis j'ai mis aussi toutes les taxes. Électricité, forfait hospitalier, mutuelle, je les ai toutes. Et on s'aperçoit, Jean-Jacques Bourdin, que quand on met son revenu sur mon application qui marche, eh bien, les retraités subissent la triple peine, mais c'est considérable. C'est près de 80 € par mois pour un retraité au revenu médian. Non, mais c'est considérable. Et puis on s'aperçoit que les fonctionnaires trinquent fort, et on s'aperçoit que les salariés du privé voient leur hausse de pouvoir d'achat totalement annulée, bouffée, dévorée par la hausse des taxes. Si vous avez une voiture, si vous roulez un peu, eh bien, vous payez la hausse du fioul. On n'imagine pas l'importance de ces taxes sur le carburant. Et l'automobiliste est toujours la vache à lait. Bon, ça peut plus durer. Sur la route. C'est considérable. Dupont-Aignan. Donc, la vraie facture Macron, tout se tient, on est bien d'accord, .fr, vous lancez donc ce site internet aujourd'hui, vous l'annoncez ce matin. Donc, chaque Français pourra calculer ce qu'il perd ou ce qu'il gagne. Mais je suis honnête dans mon application. Bon, c'est l'application, pardonnez-moi Jean-Jacques Bourdin. Si on avait un État digne de ce nom, un gouvernement qui ne cherche pas à manipuler l'opinion, il aurait fait cette application avec tous les moyens qu'il a à Bercy, et les Français auraient vu quand ils gagnent, quand ils perdent. Moi, ce que je ne supporte pas dans ce qui se passe en ce moment, dans le pays, c'est ce sentiment d'une manipulation de l'opinion, et les Français, vous savez, sont pas idiots, ils sont pas dupes. C'est-à-dire, vous avez vu l'histoire des fake news. Quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement, c'est qu'on donne des fake news. C'est-à-dire qu'il a inversé la charge de la preuve. C'est Orwell, c'est-à-dire que quand on dit la vérité, on nous accuse de mensonge. Et j'ai été pris en flagrant délit sur plusieurs points, où on m'a accusé de dire une fausse nouvelle, et en fait j'avais raison. Notamment sur les travailleurs détachés. Donc cela veut dire que quand on n'est pas d'accord avec ce gouvernement, on nous accuse de mentir. Bon, c'est insupportable, cette propagande. Je regarde, vous dites c'est de l'escroquerie politique. Oui, ce sont les mots que vous avez employés. Parce qu'il n'y a pas de démocratie sans un minimum de règles du jeu. C'est comme au foot, il y a un arbitre. Il faut qu'il y ait un arbitre. Si les équipes donnent des coups dans les tibias, comment on y arrive ? Je n'accepte pas cette loi du mensonge organisé. Je regarde un peu ce que vous avez pris. Le péage, c'est pas la faute d'Emmanuel Macron si le péage augmente. Vous plaisantez ? Alors pourquoi ? Mais parce que les sociétés d'autoroutes voient leur péage augmenter. Ça a été négocié sous François Hollande. Et alors il pouvait changer, il est au pouvoir. Je croyais qu'il était volontaire. Un contrat négocié, signé, non ? Sur les péages. Ne m'entraînez pas sur les péages, c'est le combat de ma vie contre cette... Je sais, c'est pour ça que les je péages, vous en parle. Tous les gouvernements ont lâché, tous, c'est vrai. Mais pourquoi accepte-t-on d'augmenter ce racket organisé au profit de sociétés privées qui se goinfrent de bénéfices ? Et on continue. Mais jusqu'à quand ? Et d'ailleurs, on baisse... Une parenthèse. Vous avez vu qu'ils baissaient la vitesse à 80 km/h sur les routes, ce qui est une aberration. Et vous savez quels sont ceux qui vont en profiter ? Les sociétés d'autoroutes. C'est fait pour ça. Parce que tout le monde sait que la baisse à 80 km/h ne réduira pas le drame de l'insécurité routière. Tout le monde le sait.
Même dans certains pays, ils réaugmentent la vitesse parce que c'est dangereux. Et tout le monde le sait. Pourquoi? Dans d'autres, ils baissent la vitesse. Oui, Enfin, il faut là, la baisser. alors Attendez, là, je ne suis pas là, c'est pour... expert contre expert. Oui, mais je ne suis pour pas... augmenter la vitesse. Non, je suis pour faire respecter déjà ce qui existe. Oui. Ce serait Oui. pas mal. À quoi va servir l'argent des PV d'ailleurs? Ah, bah l'argent des PV, toujours à combler les caisses et à permettre... Eh ben, c'est faux. Parce que si vous aviez écouté le Premier ministre hier, vous sauriez que l'argent des PV servira à la prise en charge médicale des accidents de la route. J'attends de voir. Enfin, c'est une promesse. C'est une promesse. Ben, vous vous souvenez de la attendez-moi, vignette, nous verrons bien. automobile Oui. qui devait aller aux personnes Oui, âgées? D'accord, non, Attendez. mais oui, non, mais je suis d'accord. Là, à chaque fois qu'il y a une Oui. mesure Alors, de raquette sur les pardon. automobilistes, ça doit servir à quelque chose. Alors, par pitié. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça, c'est Nicolas. une bonne initiative. Non, non, mais Sur votre site internet. Oui. Sauf que j'ai remarqué, vous parlez des mutuelles. Oui. Vous attribuez l'augmentation des mutuelles au gouvernement. Oui. Et pourquoi? Parce que le forfait hospitalier augmente. Vous savez Parce que vous combien croyez le forfait que les hospitalier... mutuelles augmentent Attendez la suite. leurs tarifs Attendez. à cause de l'augmentation Oui, du du forfait hospitalier? bien sûr. Ah bon? C'est Et automatique. qui fixe l'augmentation des mutuelles? Attendez. Le C'est le forfait gouvernement? hospitalier, non, mais c'est le forfait hospitalier qui entraîne l'augmentation des mutuelles. Pendant la présidentielle, j'ai voulu faire un grand ménage dans les mutuelles. Parce que je pense qu'on gaspille de l'argent avec ces mutuelles. Donc je ne suis pas suspect de défendre les mutuelles. Mais, quand vous demandez 20 €, Jean-Jacques Bourdin, pour quelqu'un qui va à l'hôpital, où on mange des repas 20 immondes. au lieu de... 20, ça a augmenté, je vais vous donner le chiffre, parce que moi je suis pas Ça a parfait. augmenté de combien? Attendez, je vais vous le donner. C'est passé de 18 à 20? 18 à 20, ça a dû Voilà. augmenter 2 à Donc 3 augmentation de 2 €. Est-ce que vous pensez que les mutuelles... 10%. Oui, non, mais 2 10%. €. Est-ce que vous pensez que les mutuelles ont augmenté leurs tarifs à cause des 2 € du forfait hospitalier? Pas Non, mais je seulement. vous pose la question. Pas seulement, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Pas seulement. Mais je vous dis une Faut chose, être- attends, je veux veux dire, faut revenir. être- je suis d'accord avec vous. Le site de Bercy n'est pas honnête intellectuellement, le vôtre ne l'est pas non si. plus. Ah, vous ne Non. pouvez pas dire ça. Mais Regardez lorsque le vous mien, parlez des testez-le. mutuelles, il n'est Les pas- mutuelles, il n'est pas honnête. c'est la conséquence d'un mode de fonctionnement de l'État où on reporte sur l'assuré toujours plus de dépenses, on rembourse toujours moins et les mutuelles prennent la différence. Sur le forfait hospitalier, Oui. j'ai eu des parents malades l'an passé et j'ai vécu les hôpitaux et les maisons de retraite. Douloureusement, quand vous voyez ces repas qui sont jetés, tous les repas, enfin 80% des repas sont jetés. Je voudrais savoir, sur les 20 €, quand vous êtes au SMIC, quand vous êtes à un petit revenu, 20 € par jour, pour manger de la merde, pardonnez-moi, que vous jetez. J'ai lu, attention, il faut vérifier, que le coût des repas dans les hôpitaux était de l'ordre entre 3 et 4 €, 5 € maximum, peut-être même moins. Les personnes âgées ne se nourrissent plus dans nos hôpitaux tellement c'est mauvais et on les taxe de 20 €. Donc, vous, voyez, c'est vous ça qui ne va plus. supprimeriez le forfait hospitalier, Non, quoi. non, je ne pourrais Ah, pas. Non, mais attendez, je suis pas Merlin l'Enchanteur. Oui. Je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, j'essaye de faire de la politique sérieusement. Je dis simplement que le mensonge Macron, son mode de fonctionnement, c'est de reprendre d'une main, là où ça se voit moins a priori, et où ça touche les plus modestes, ce qu'il fait semblant de donner de l'autre. Et je pense qu'en politique, la situation du pays est suffisamment grave pour éviter ces sortes d'artifices. Voilà. Le service national universel sera donc obligatoire, si j'ai bien compris. On ne sait pas quelle sera la durée. On sait que ça concernera une tranche d'âge, 600 000, 800 000 jeunes. Vous êtes favorable, vous? Totalement. Et je soutiendrai, une fois n'est pas coutume, totalement le président de la République. Vous s'il a voterez. le courage. Vous voterez. Oui. S'il a Un le projet de loi. courage. Oui. J'avais proposé à la présidentielle, et d'ailleurs Oui. je vois qu'il s'oriente vers ce que j'avais proposé. 3 mois. Oui. Parce que au-delà, c'est lourd. 3 mois obligatoires, filles et garçons. Ça va coûter une fortune, disent les rapports qui paraissent ici Et ou là. l'absence de sens civique, la perte de la conscience de ce qu'est une nation, de ce qu'est être français, de nos valeurs républicaines. L'apprentissage du vivre ensemble, ça coûte combien? En violence, en solitude, en perte de repères, ça coûte combien? Alors, si la nation française n'est pas capable de donner à sa jeunesse 3 mois pour servir le collectif, servir le pays, alors on peut fermer la boutique, vous savez. Donc tous ceux qui disent que c'est trop cher, moi j'aimerais qu'on voit les autres coûts de la délinquance, les autres coûts qu'il y a dans notre pays. Non, c'est pas trop cher. Notre jeunesse, il faut revoir le système éducatif et il faut revoir le système du service. Il faut un service collectif. Vous savez, en Suisse, il y a une réserve et chacun, au cours de sa vie, même plus âgé, donne un peu de temps pour sa nation.
Et la Suisse se débrouille pas mal pour un petit pays au milieu de l'Europe. Nicolas Dupont-Aignan, parlons d'immigration, d'asile. Il y a 10 jours, vous étiez sur Europe 1. Oui. Question, que feriez-vous face à un migrant qui aurait traversé les Alpes dans des conditions dangereuses? Vous avez répondu, je suis un être humain comme un autre, j'aide cette personne en lui donnant à manger, en la réconfortant et en l'expulsant. Vous avez été brocardé avec cette réponse. Parce que j'ai été brocardé, parce que c'est l'ère du zapping. Et on a retenu cette phrase, mais on n'a pas retenu ce que j'ai dit après. Alors, qu'est-ce que vous avez dit après? J'ai dit après que, en être humain, bien sûr, je tends la main à cette personne. Mais en chef d'État, puisque c'est... Vous ne tendez pas la main? Non, je suis responsable de mon pays. Donc vous ne tendez pas la main? Je ne tends pas la main, sauf droit d'asile, j'ai précisé, express, j'ai précisé. Et j'ai dit que si on continuait cette fausse générosité, qui consiste à accueillir sur notre sol des centaines de milliers de personnes qui ne peuvent pas s'intégrer, parce qu'on n'en a plus les moyens, on va précipiter le chaos en France et on ne règle pas le problème de l'Afrique. Jean-Jacques Bourdin, j'ai été un des seuls à la campagne présidentielle à parler du développement de l'Afrique, l'aide au développement. Mais tout le monde en parle aujourd'hui. Oui, je suis ravi. Vous avez vu, mais, le président de la République, Monsieur Wauquiez, formidable. Madame Le Pen, c'est formidable. tout le monde, Monsieur Mélenchon, tout le monde. Je sers à quelque chose. Mais au-delà d'en parler, j'aimerais qu'on passe aux actes. Il faut 50 milliards par an pour bloquer le mal développement africain. La Banque Centrale Européenne donne entre 50 et 100 milliards par mois pour les banques. Alors si on n'est pas capable de comprendre qu'il faut fermer nos frontières, cesser l'appel d'air social, défendre nos concitoyens français qui ont travaillé toute leur vie, ou étrangers réguliers. Ça sera pas facile. Oui, mais il faudra le faire. Il faut le faire. Vous m'expliquerez. L'Australie, le Canada, beaucoup de pays le font. Ça n'a rien à voir. Bien sûr. Mais alors à ce moment-là, on laisse tout ouvert. Moi, je considère que ça ne suffira pas. C'est jamais hermétique, bien sûr. Je suis pas idiot. Mais pour autant, il faut quand même le faire. Et puis, il faut détruire les passeurs qui tuent des gens en Méditerranée. Pourquoi n'y arrive-t-on pas? Et il faut enfin aider l'Afrique. Dernier point, Jean-Jacques Bourdin. Les gouvernements européens ne veulent pas lutter contre l'immigration. Monsieur Avropoulos, commissaire européen aux migrations, a déclaré le 7 mars dans la tribune de Genève, vous pouvez vérifier, qu'il voulait importer, le terme est peu élégant, 6 millions de migrants en Europe. Moi, je n'accepte pas ce nouvel esclavage. 500 millions, un peu plus de 500 millions d'habitants en Europe. Oui, et alors? Oui. Non, les travailleurs détachés. Je mets l'échelle, toujours. Le moins-disant fiscal et social. La souffrance de nos concitoyens qui sont étrangers, étrangers réguliers ou français, ne méritent pas ce chaos. Ces ghettos. Voilà. Bon. Alors, il y a un projet de loi. Alors, il faut être ferme. Il y a un projet de loi asile-immigration qui va être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. D'abord, est-ce que vous le voterez? Non. Non? Je voterai contre. Alors, reprenons ce que propose Gérard Collomb. Était ici même vendredi, et il admettait que l'objectif, c'était de dissuader les migrants de venir en France. Et il a raison, il comprend enfin. Mais simplement, le projet de loi qui est prévu ne réglera pas le problème. Alors parlons des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile aura 90 jours pour déposer son dossier. 120 jours aujourd'hui, donc on réduit. Un demandeur d'asile débouté par l'OFPRA, n'aura plus que 15 jours pour déposer un recours au lieu d'un mois. C'est-à-dire qu'on serre la vis, si j'ai bien compris. J'ai compris, mais... Ça devrait vous plaire. L'intention est bonne, mais ça ne suffit pas. Mais oui, mais ce sont des mesures qui ne vont pas suffire. Pourquoi? Ah bon? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes dans un pays qui ne contrôle pas ses frontières. Non, mais je vous parle de demandes d'asile. Je vais revenir sur les demandes d'asile. Le centre de rétention, vous auriez pu me poser la question, et je suis sûr que vous l'avez derrière votre petite fiche, parce que c'est pour la question d'après. J'en ai, et vous avez raison, vous faites votre métier. Vous auriez pu me dire, tiens, le centre de rétention passe de 45 jours à 90 jours. C'est bien. Ça va permettre... Et même 115 jours. Voilà, vous voyez, je savais que vous connaissiez votre dossier. Et en Allemagne, vous savez combien c'est? 18 mois. Comme la demande d'asile, mais en peu près 1 an à 1 an et demi pour être traitée. Si vous ne gardez pas un centre de rétention... Là, 6 mois, promet le ministre de mais 90 jours de centre de rétention. Donc, de toutes ces mesures vont dans le bon sens, mais ne régleront pas le problème. Mon devoir d'homme politique, c'est peut-être un jour qu'on traite les problèmes des Français, qu'on les traite vraiment, qu'on ne soit pas dans l'apparence. Parce que c'est bien beau d'agiter la peur mais c'est pas, de l'immigré. Ah non.
Bon. Ah non, Jean-Jacques Bourdin, pas vous, pas moi. Bon, alors, est-ce que j'agite la peur en voulant résoudre les problèmes des Français? Une question. Est-ce que vous iriez jusqu'à renvoyer des demandeurs d'asile hors d'Europe sans même étudier leur dossier? Oui ou non? Jamais. Jamais? Jamais. J'ai toujours dit, et c'est mon programme, que les demandes d'asile doivent être traitées dans des centres de rétention. Oui. Avec le délai de l'Allemagne. C'est pas un pays fasciste. 6 mois? Non, 18 mois. Oui. 18 mois pour 18 mois. 18 mois. Pour dissuader vraiment, c'est-à-dire que tant que la demande d'asile n'a pas été étudiée, le demandeur d'asile ne circule pas librement dans le pays. C'est ce qu'on a fait au moment des Boat People au Vietnam. Il y a eu, sous le couvert de l'ONU, très bien organisé, des centres de rétention, et des Vietnamiens ont eu le droit d'asile en France, sont parfaitement intégrés. Donc il ne s'agit pas de rejeter l'autre, il s'agit d'organiser les choses sans se mentir. Alors, Jean-Jacques Bourdin, je n'aime pas la phrase « je n'agite pas les peurs, je ne l'ai jamais fait ». Mais je refuse le laxisme d'État, cette faiblesse qui fait qu'après, vous avez, le long de nos autoroutes, de la misère humaine. Vous avez des ghettos, vous avez des pauvres personnes qui sont à l'abandon. Je ne l'accepte pas. Ce que je ne comprends pas, Nicolas Et j'accepte pas qu'on dépense 5 milliards d'euros. Ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire... Là, oui, parce que là aussi j'ai été pris. Vous allez devoir dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour mettre en place... Sur les fake news. Déjà, oui, non, mais parlons-en. J'ai dit dans une radio concurrente que ça coûtait aux Français... La radio, oui, c'était, je sais plus, Europe 1, que ça coûtait 4 milliards d'euros l'accueil des migrants. Une autre radio a dit que je mentais, que c'était 1,5 milliard. Et j'ai les vrais chiffres de Bercy, c'est 4 milliards. Parce qu'on oublie l'hébergement d'urgence, on oublie les mineurs isolés, le coût des mineurs isolés qui explose, 1,9 milliard. On oublie les frais considérables de police. Donc, est-ce qu'on peut en permanence augmenter les impôts des Français pour financer un accueil de migrants qui n'est pas géré? J'accepte qu'on paye pour l'accueil des migrants si c'est géré. Je n'accepte pas si c'est pas géré. C'est du bon sens. Donc je demande que du bon sens. Vous êtes président de la République, un migrant est arrêté en France, vous l'expulsez immédiatement? Non, j'examine sa demande d'asile dans un centre de rétention fermé comme en Allemagne, comme dans tous les pays du monde, et je me calque sur le système du Canada d'immigration choisie, qui fonctionne très bien et qui n'est pas inhumain. Mais si on ne traite pas la question africaine, alors on n'y arrivera pas. Soyons francs. Bien, Emmanuel Macron réfléchit, on va terminer avec ça, réfléchit à une réorganisation du culte musulman difficile. Est-ce qu'il faut par exemple étendre le concordat qui existe à Alsace-Moselle, que l'on connaît, à tout le territoire français? Mais moi, j'étais pas hostile à cette idée. Oui. J'ai beaucoup travaillé dessus il y a longtemps. Oui. Je pense que tant que le culte musulman n'est pas organisé en France, parce que le problème de fond, c'est la diversité des imams, c'est l'absence de contrôle. C'est le financement étranger que je voulais interdire. Tant que le culte musulman n'est pas capable par lui-même de s'organiser, moi je pense que l'État doit faire ce qu'il Napoléon avait fait, je l'avais dit, ça avait suscité, Napoléon l'a fait avec les Juifs de France, et je le redis, il y a une période de transition où l'État doit mettre l'enseignement du fait religieux à l'école. Alors c'est différent, il ne s'agit pas de développer, ne mélangeons pas tout. Oui. Enfin, déjà, attention, ne mélangeons pas tout parce qu'après il va y avoir des amalgames. Premier point, on ne peut pas continuer à avoir des imams qui viennent de l'étranger, des mosquées qui sont financées par l'étranger. Ce n'est pas acceptable. J'avais proposé que les prêches soient en français, je vois que Jean-Pierre Chevènement le propose, je m'en réjouis. Maintenant, est-ce qu'on va passer aux actes? Ça fait 20 ans qu'on en parle. La situation se dégrade. J'ai lu dans un journal du soir qu'il y avait combien, je sais plus, 17 mosquées salafistes à Marseille, et on n'en ferme qu'une. Donc il y a un moment, est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça? Cela gangrène le pays, cela gangrène d'ailleurs le culte musulman, parce que les Français musulmans qui pratiquent leur foi de manière paisible en ont assez d'être victimes des salafistes. Et donc il y a un moment, il faut faire le ménage. Bon. Dernière chose, est-ce que vous conduirez la liste quoi de la France aux européennes? Là, nous verrons. Vous n'avez pas décidé encore? Non, j'y réfléchis. Vous irez seul? Oh là, j'y réfléchis. Je crois deux choses très simples. Oui. Je veux faire l'union au maximum de tous ceux qui s'opposent au fédéralisme destructeur d'Emmanuel Macron, mais je ne ferai cette union que si on a un projet solide, parce que dans mon esprit politique, j'ai toujours fait comme ça, je fais passer mes Marine Le Pen défend cette union. Je fais passer les idées avant les personnes. Donc,
il faut d'abord que Debout la France ait un beau projet européen clair, convaincant, et après, j'aviserai. Merci Nicolas Dupont-Aignan, 8h56. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci.